Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à nos programmes. Nous sommes ici dans le cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, le ministre Émile Wosso, qui est notre invité de ce numéro de l'heure de vérité. Vous le savez, le sommet sur l'énergie en Afrique, mission 300, s'est tenu le 27 et 28 janvier 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Il a enregistré plusieurs participants, dont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains, à l'instar du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui était à la tête d'une forte délégation, marquant ainsi la forte participation du Congo. Mission 300 entend mobiliser les énergies et les ressources afin de permettre à 300 millions de personnes en Afrique d'avoir accès à l'électricité d'ici 2030 grâce à des pactes nationaux mis en œuvre par les gouvernements avec le soutien des partenaires techniques et financiers ainsi que les investissements privés. Le sommet de Dar es Salaam en Tanzanie et la participation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, tel est le menu de cette émission L'heure de vérité. Et comme vous le savez, nous avons pour invité le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso. Bonsoir, monsieur le ministre, et merci de nous accorder votre temps. Bonsoir et c'est avec plaisir. Merci, monsieur le ministre. Alors, vous le savez, le sommet africain sur l'énergie a été co-organisé par le gouvernement de la République unie de Tanzanie, l'Union africaine, la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale. C'est dans ce centre de convention internationale Julius Nyerere à Dar es Salaam en Tanzanie que les dirigeants africains ont pris rendez-vous au cours du segment de haut niveau du sommet africain de l'énergie, mission 300, question de trouver des pistes de solutions pour sortir des millions de personnes de la pauvreté énergétique. Plusieurs chefs d'État sont là pour relever ce défi, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui n'a de cesse de jouer sa partition à la résolution des problèmes qui minent l'Afrique. De nos jours, plus de 600 millions d'Africains sont privés d'électricité, représentant 83% du déficit énergétique mondial. Voilà pourquoi, sous l'égide de l'Union africaine, le groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, en collaboration avec leurs partenaires, ont lancé une mission ambitieuse afin de connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Avec cette initiative, il est désormais à la portée des dirigeants africains d'accélérer de toute urgence le rythme de l'électrification en Afrique subsaharienne, car les projets technologiques, les modèles commerciaux innovants et les mécanismes de financement permettent plus que jamais de combler l'écart en matière d'accès à l'énergie. Ouvrant le chapitre des allocutions, le directeur général de la BAD, Akinyumi Adesina, a dégagé les enjeux de Mission 300 et a fait une annonce de 40 millions de dollars que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale vont investir pour la mise en œuvre de ce projet. Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a quant à lui appelé les chefs d'État à orienter leur volonté politique au service des populations. Ouvrant les travaux, le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a invité les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, philanthropes et autres, à participer activement à la mobilisation des ressources nécessaires et à la mise en œuvre effective de ce projet vital et ambitieux, tout en saluant l'adhésion de 14 pays africains à l'initiative Mission 300. Au terme de toutes les allocutions, la BAD et le groupe de la Banque mondiale ont signé le protocole d'accord devant leur permettre d'approfondir leur partenariat en Afrique dans les secteurs de la transition énergétique, de l'agriculture et bien d'autres. Peu avant la suite des travaux en panel, plusieurs organismes ont emboîté le pas à la BAD et à la Banque mondiale en faisant eux aussi de grandes annonces de financement du projet Mission 300. Première question, monsieur le ministre, en quoi ce sommet de Dar es Salaam était-il important? Ce sommet était important parce que c'est pour la première fois qu'on voit les bailleurs de fonds se préoccuper d'un problème africain à ce niveau. Le sommet n'a pas été à l'initiative des Africains, elle a été à l'initiative de la Banque mondiale et de la BAD
la Banque mondiale décidant de fournir l'électricité à 250 millions d'Africains et la BAD, 50 millions d'Africains. Alors, la problématique générale a été donc redéfinie par le président de la Banque mondiale, M. Aja Banga, le président de la BAD, M. Adesina, le président de la Fondation Rockefeller, M. Rajiv Shah. L'objectif, c'est fournir le courant à 300 millions d'Africains sur 600 millions qui n'en ont pas. Maintenant, de manière générale, quand un capitaliste vous propose des financements, ça veut dire qu'il va investir chez vous. Et nous pensons qu'il y a cette volonté, étant donné que tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est l'avenir du monde, ben, il faut préparer les conditions pour que cet avenir soit effectivement l'avenir du monde. Donc il faut commencer par mettre les services de base, notamment l'électricité, et qui dit électricité dit l'eau et tout ce qui s'ensuit, le fibre optique, et ainsi de suite. Donc c'est moderniser l'Afrique, selon mon entendement, qui a poussé ses partenaires à organiser ce sommet, qu'ils ont appelé sommet des chefs d'État, parce qu'ils voulaient un engagement des chefs d'État qui ont signé une convention dans ce sens. Très bien. Voilà. Alors, c'est quand même assez étonnant de savoir que cela se passe aujourd'hui, alors que le problème d'accès à l'électricité en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Alors, comment s'explique ce sursaut mondial autour de l'électrification de l'Afrique et à le faire de manière urgente? C'est comme si, depuis que ce problème existe, ce problème n'était pas encore une priorité dans l'agenda des partenaires et des gouvernements. Nous aurons la réponse les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années, mais il faut simplement observer les tendances géostratégiques. L'Afrique est l'avenir du monde. Nous avons le soleil en quantité suffisante, nous avons de l'eau pour produire l'électricité, pendant que certains pays épuisent leurs ressources et d'autres se querellent avec les autres pour ne pas avoir de l'énergie. Le seul endroit où tout est possible est encore l'Afrique. Tout est vierge. Bon, avant, ils ne s'en occupaient pas parce que c'était des réflexes égoïstes. Bon, nous étions la périphérie chargée de fournir les matières premières. On leur fournissait nos emplois, on transférait nos richesses, nos plus-values. Ce modèle-là est en train d'arriver à ses limites. Maintenant, il faut renvoyer le tout ici, là où se trouve l'essentiel des ressources, pour produire efficacement pour la planète. C'est bien qu'on parle de la reconfiguration du monde et on pense que cela est très gagnant pour l'Afrique qui aujourd'hui attire un peu plus d'attention. C'est bien cela, c'est pour cela que ce projet mérite qu'on s'en occupe très sérieusement et qu'on finisse avec nos petites blagues, là, les petits jeux pour empêcher tel projet. Non, allons-y. Le président a fait une intervention très percutante, très brève, et qui a été suffisante pour retenir l'attention de tout le forum. Tout à fait. Monsieur le ministre, ce sommet a tablé sur des réformes ambitieuses à mettre en œuvre et des actions concrètes à mener pour étendre, vous l'avez dit, l'accès à l'électricité à 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Pensez-vous que cet objectif soit atteignable et que l'objectif soit atteint à la date fixée au regard du travail qui est à faire, un grand travail à faire sur un temps aussi court? Raisonnons d'abord en termes de 300 millions. 300 millions d'Africains visés représentent 300 millions de consommateurs. Si on prend $1 par habitant, ça fait 300 millions de dollars par jour. Par jour. Donc ils savent ce qu'ils font. Ils doivent capter cette clientèle potentielle et transformer leurs milliards d'investissements en sur-milliards de revenus. Ça va nous profiter. Donc profitons-en pour nous engouffrer dans cette brèche-là et faire que ça s'exécute. Maintenant, au plan physique des infrastructures, vous savez, un barrage, c'est 5 à 6 ans de travaux. Un barrage au fil de l'eau, c'est-à-dire que le cours d'eau passe, on dérive une partie et on met des turbines au bout. C'est 2 ans de travaux. Une ferme solaire de 500 MW, c'est 8 mois de travaux. Je m'arrête là. C'est pas beaucoup. Donc d'ici 2030, tout ce qu'ils ont prévu, là, ça peut se réaliser. Ça peut se réaliser, d'accord. Et retenez surtout qu'il y a une démarche économique et financière là-dedans. 300 millions d'Africains, c'est 300 millions de dollars par jour, minimum, qui leur reviennent. Un grand marché qui se crée. C'est un grand marché, mais bien sûr. Voilà. Très bien. Surtout que l'Europe a une baisse de natalité, les États-Unis baissent de natalité. Le seul endroit où il y a une croissance de population, parce qu'on a de la surface à peupler, c'est l'Afrique. Voilà le grand marché. Et l'électricité est un bon produit à vendre.
Et pensez-vous que les investissements suivent lorsqu'on sait que plusieurs projets de cette envergure ont toujours posé le problème de financement, notamment les questions liées au changement climatique? Non, dans ce schéma-là, proposé par eux, il faut retenir toujours que c'est proposé par eux. Ils ont les financements, ils l'ont dit. Je vais vous répéter ce qu'ils ont dit, les engagements de chacun. La BAD elle-même, elle a des fonds. Il suffit seulement qu'on fasse des réformes et que les projets soient robustes et bien gérés. Il y a même des partenaires qui ont annoncé des sommes. Le Japon a promis 5 milliards de dollars pour commencer. La Banque islamique, 2 milliards pour commencer. Le Fonds Matei a des fonds pour commencer. L'OPEP a des fonds pour commencer. La Norvège, 300 millions de dollars pour commencer. La Grande-Bretagne, 8 500 000 livres pour commencer. L'Union européenne, 20 milliards pour commencer. Ainsi de suite. Donc, la démarche est inversée. Ce n'est plus nous qui faisons des projets et allant de par la planète chercher des financements, mais c'est eux qui viennent. Et c'est pour cela qu'à l'issue de cette réunion, avant de quitter la Tanzanie, l'équipe qui accompagne le président a décidé de faire un point avec les experts pour identifier nos projets. Pas identifier, on le connaît déjà. Pour les mettre en forme et faire des requêtes à tous ces partenaires qui ont formé. Surtout les montants que vous avez cités pêle-mêle. D'après nos informations, on a retenu que la mobilisation à ce jour est déjà arrivée autour de 70 milliards de dollars. Absolument. C'est une somme énorme. Et je pense que cela profitera vraiment aux Africains à travers ce grand projet. À nous de savoir faire. Ils ont martelé tout au long des panels des projets sérieux. Donc faire des réformes. Il faut faire les réformes pour s'adapter au modèle capitaliste qui est celui de gagner de l'argent. Mais nous ajoutons la dimension sociale dans tout ce que nous faisons. Exactement. Donc le social ne doit pas du tout être négligé. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Gagner de l'argent et faire du social. Parce que dans une entreprise, c'est la main-d'œuvre qui produit la richesse. Vous avez les capitaux, vous avez la main-d'œuvre, les deux combinés font des facteurs de production. Exactement. Bon. Alors, maintenant, si nous perdons le temps ici, toujours dans les sociales, dans ceci, mais on n'aura pas les capitaux pour faire l'entreprise. Donc, les réformes ont été rappelées. Et nous prenons, par exemple, le ministre de la Côte d'Ivoire a expliqué qu'en 2002, ils ont fait la guerre. Ils ont divisé le pays en deux. Ils ont cassé tout le réseau. Aucun pylône n'était debout. Donc la guerre commence de 2002 à 2012, 10 ans de guerre, larvée, bon. À partir de 2012 jusqu'à 2022, 10 ans, ils ont redressé tout le secteur. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est électrifiée à 100%. 100%. C'est vraiment à féliciter. Zéro perte en réseau. Wow. Voilà. Il n'y a pas de délestage, il n'y a rien du tout. Donc, ils exportent même le courant. Mieux que plusieurs pays en Afrique, mais comme le courant. Ils ont fait des réformes. Ça a été douloureux, dur, mais ça a été expliqué au fur et à mesure. Et personne n'a été laissé sur le bord de la route. Voilà. Exactement. La Côte d'Ivoire n'est pas loin. Tout le monde peut aller regarder ce qui se passe là. Exactement. Et ça attire les investisseurs parce qu'en arrivant, ils vont trouver du courant, donc s'installer. Nous ici, pour éclairer les tours jumelles, mais ça a été la croix et la bannière. Heureusement, par la dextérité du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, on a pu dénicher 30 MW à gauche, à droite. On a un projet de cité gouvernementale. Si elle est construite, où aurons-nous le courant? Il n'y en a pas. On a 1000 projets comme ça qui traînent, les lianes des mines et tout ça, parce qu'il n'y a pas de courant. Donc, allons dans les réformes. Et c'est ce que demandent les partenaires. Parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent à gagner ici. En vendant leur argent, ils vont en gagner plus. Voilà. On y reviendra, Monsieur le ministre. Alors, le président de la République, nous l'avions dit, a représenté le Congo comme à son habitude et vous faisiez partie de cette importante délégation. Dans son intervention devant donc un partenaire de participants, le président de la République, en sa qualité de président de la commission climat du bassin du Congo, a présenté les atouts de la région tout en précisant les projets qui sont déjà identifiés pour mettre en place son apport dans la réalisation de ce grand projet. Et le président de la République a parlé d'une production qui peut arriver jusqu'à 200 000 mégawatts. Alors, comment s'explique cette ambition présentée par le président de la République? Sur quoi repose cette ambition dévoilée par Denis Sassou Nguesso, Monsieur le ministre? Cette ambition, nous savons, c'est le bassin du Congo.
Parce que lorsque vous allez chez les bailleurs de fonds, ou lorsqu'ils vous font appel comme ils l'ont fait, si vous allez en solitaire, ils vont regarder le dossier en solitaire. Et si vous allez en groupe, c'est-à-dire en groupe de pays, groupe sous-régional, notamment le bassin du Congo, qui a le plus grand réseau hydrographique d'Afrique. Bon, nous avons, nous les techniciens, et le président l'a bien dit, à tout le parterre, que nous avons un potentiel de 200 000 mégawatts. Pourquoi? Quand on prend le fleuve Congo, au sud de Brazzaville, que ce soit côté Kinshasa avec Inga, ou côté Brazzaville avec tous les potentiels qu'il y a le long du fleuve, on peut produire jusqu'à 10 000 mégawatts. En ne barrant pas le fleuve en faisant des dérivations. C'est au fil de l'eau. On peut faire des barrages de 500 mégawatts chacun. Rien à voir avec les barrages déjà existants. Non, on ne barre même pas le... Non, rien. Maintenant, si Inga est réparé, bien réhabilité, avec des turbines très puissantes, on peut monter jusqu'à 100-150 000 mégawatts. Là, c'est sans compter nos cours d'eau que nous avons de par le pays. On a la Sanga avec le barrage de Cholet. Nous avons le Niari avec le Niari qui s'appelle Bouenza, ensuite Niari, ensuite Kouilou, avec une série de bagages en cascade. On peut le faire. Et beaucoup de nombreuses rivières pour lesquelles nous avons des études déjà pour faire d'autres barrages de moindre capacité comme les Imboulou, 120 MW, et on en a des sites énormes dans le pays. Donc le président a juste raison à résumer. Il a été très bref, hein, mais ça a été tellement condensé et fort qu'après il y a eu comme un silence et puis je n'avais rien à dire dans la salle. Il dit nous avons 200 000 MW à offrir à l'Afrique. Et c'est vrai parce que l'eau est là et puis bon, elle coule. Mettez l'argent dans nos projets, nous, le bassin du Congo. Et puis le bassin du Congo, il est porteur. Les bailleurs de fonds connaissent. Ils connaissent la masse d'eau qu'il y a, la masse de population, la masse de végétation, la biodiversité qu'il y a. Donc ils ont un triple intérêt puisque là nous partons dans de l'énergie propre et renouvelable. Et renouvelable. Voilà. Et aussi fiable et favorable voilà, absolument. À tout le monde. Ouais. Monsieur le ministre, à côté des investisseurs, il y a aussi le secteur privé qui a réclamé sa place, une forte implication dans la réalisation de ces projets pour sa réussite et pour son efficacité. Quelle place a été accordée au secteur privé dans ce sommet? Mais le secteur privé est en fait le lieu par lequel passent les financements. Parce que les financements annoncés ne seront pas donnés aux États. C'est aux entreprises qui seront installées sur les projets. Et ces projets, c'est le secteur privé qui les fait. Là, nous sommes en train de mettre en concession beaucoup de barrages. Nous sommes en train de faire des appels d'offres pour d'autres sites à développer. Mais c'est des entreprises privées qui arrivent. Parce que dans un État, il y a 3 acteurs. Il y a l'État, il y a le travailleur et il y a l'entreprise. Parmi les 3, il n'y a qu'un seul qui produit de l'argent, c'est l'entreprise. L'État ne produit rien du tout. L'État ramasse les moyens pour créer les conditions pour que l'entreprise s'installe en toute sécurité, avec les douanes qu'il faut, la sécurité qu'il faut, la santé, ainsi de suite, l'école. Mais l'entreprise, il produit de l'argent. Il donne sa part à l'État qui s'appelle l'impôt et les taxes. Il donne sa part au travail qui s'appelle le salaire. Il prend sa part qui s'appelle les dividendes pour ses actionnaires. Donc, il faut mettre l'entreprise au milieu et faire tout pour qu'elle ait moins d'ennuis pour qu'elle se développe. Si elle se développe, tout le monde a sa part. Mais si on la tue, le travail ne produit pas l'argent tout seul. Il ne peut pas. L'État ne produit jamais d'argent tout seul. Aucun État au monde ne produit de l'argent. Aucun. La richesse est produite par l'entreprise. Monsieur le ministre, à ce sommet, plusieurs États ont présenté, sinon dévoilé, des pactes énergiques nationaux décrivant les objectifs ambitieux des réformes à mettre en place dans leur contexte propre. Quels sont donc, à cet effet, les grands axes du pacte national du Congo en la matière, monsieur le ministre? Notre pacte a été défini par la loi numéro 3 de 2003. Ça fait 22 ans. Le président a eu la vision en 2003 que si nous continuons comme ça, l'État n'a plus d'argent pour faire ce travail. Il a pris la loi et puis on a traîné. En 2003, nous avions comme installation le Dieu et Mokokolo.
Et le président, par ses efforts, a investi 1500 milliards de 2003 à 2014 dans le secteur de l'électricité. Il y a eu Mbulu, Liwesso, les lignes de transport, les transformateurs. Il y a un gros investissement. Tout ça, on a remis à la SNE. La SNE n'a rien payé. On lui a dit, bon, gérez ça et rentabilisez. On connaît les résultats. 2018, on a dissous la SNE. On a mis un carré, on dit, bon, gérez. Bon, on voit ce qui se passe là. Là, vous êtes venu, vous étiez bloqué dans l'ascenseur, il n'y a pas de courant. Et on prie même qu'avant la fin de l'émission, qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Donc le pacte national, c'est les réformes. Et les réformes, ne pensez pas que c'est un mot qui est nouveau. Tous les pays du monde entier sont passés par les réformes. Même quand on admire la France, là, c'est les réformes qui ont amené la France. Les États-Unis, c'est les réformes qui ont créé les États-Unis, qui l'ont développé. Donc les réformes, c'est changer de façon de vivre économiquement. Et les gens pensent que c'est la Banque mondiale qui a poussé le coin à faire les réformes. Non, la loi date de 2003. Le FMI nous a mis un programme il y a moins de 4-5 ans. Donc ce n'est pas une volonté extérieure, c'est une volonté nationale d'un homme qui a une vision pour le pays. Il dit, allons-y, on fait les réformes. Bien. Ces réformes, chacun les a interprétées comme il voulait. L'opérateur public les a interprétées comme il voulait. Bon, entre-temps, ce que nous avons oublié de faire, nous, gouvernement, c'est d'enseigner la SNE et EKRC à acheter le courant. Vous voyez les gens qui vendent un courant qu'ils n'achètent pas. Et ça, c'est très grave. Et nous sommes là justement pour remettre les choses dans l'ordre. Tu peux être commerçant en exerçant des actes de commerce pour lesquels tu n'es pas propriétaire du produit. Ils ne sont pas propriétaires. Ce qui veut dire que ce n'est pas la EKRC qui produit l'électricité, mais l'exploite. Mais c'est l'État qui a investi. La moindre chose, c'est que EKRC au moins rembourse l'argent de l'État. Non, non. On leur met un outil, bon, ils sont là, ils prennent, ils vendent, ils n'ont de compte à rendre à personne. Conséquence, n'étant pas contrôlés, ils sont en train de s'écrouler là. Bon, on fait les réformes pour que EKRC soit prospère. Et ça, c'est des choses qui sont expliquées depuis le départ à tous les syndicalistes nationaux, à tous les syndicats de KRC. Nous sommes partis là-bas plusieurs fois. La Banque mondiale est partie de leur expliquer plusieurs fois. Nous sommes passés en interpellation des dizaines de fois à l'Assemblée nationale pour expliquer, au Sénat pour expliquer, dans les commissions finances de l'Assemblée et du Sénat. Les parlementaires, dans leur descente parlementaire, ont expliqué ce qu'ils ont fait à l'Assemblée. Bon, mais nous n'allons pas nous fatiguer d'expliquer. On va amplifier l'explication. Exactement. Et votre micro est le bienvenu pour déjà annoncer ces choses-là. Rappelez que celui qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de réformes, il ne va pas entendre, quoi. On a expliqué, on a causé, mon bureau est ouvert. Ce n'est pas la peine de les crier dehors. Venez à mon bureau, je vous explique. Et les syndicats, dans leur rôle, je me souviens bien, pour avoir été chef d'entreprise, et même pour avoir dirigé la SNE, le rôle du syndicat, c'est de défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Dans les réformes, aucun avantage n'est menacé. Aucun. C'est écrit noir sur blanc. Eux, ils se projettent en avant, transmettant chez les autres la mauvaise foi. Bon, mais attendons voir. Là, la deuxième turbine de Liwesso a démarré. Elle n'a jamais démarré du temps de KRC. Elle a démarré aujourd'hui. Et ce qui doit les rassurer, justement. Mais eux, c'est pas ça. Leur problème, c'est pas ce qui existe. Eux, c'est leur fantasme à eux. Bon, mais tout ça, on va gérer. Et vous pensez que leur revendication n'est basée sur rien, en fait? Ils n'ont qu'à venir me voir. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Non. Mais les revendications se font sur un cahier de charges écrit qu'ils envoient ou au patron ou à moi, ministre. Moi, je n'ai pas reçu. Allez leur demander où est le cahier qu'ils m'ont envoyé pour dire, bon, pour le cahier de revendication. Il n'y a aucun. Aucun. Simplement, bon, pour fatiguer les autorités et puis saturer l'opinion, faire peur à l'opinion, parce que, je leur ai dit ici, mais bon, vous êtes 2000 travailleurs. Si je vous mets devant 2 millions de Brazzavillois qui n'ont pas de courant, vous aurez raison. Quel argument avez-vous pour avoir raison devant 2 millions de Brazzavillois et 1 500 000 de Monténégrins? Vous allez dire que vous avez raison. Ne vous amusez pas à ça. On est avec vous pour vous aider. Parce que moi, je suis capable de vous dire, bon, ok, Brazzaville, bon, allez à EKRC, allez voir un tel, allez voir tel syndicat, ceux qui ont votre courant. Mais en responsable, je ne le ferai pas. On travaille en silence là pour que les choses avancent. Elles sont en train d'avancer.
Voilà. Et donc aucun emploi n'est menacé. C'est écrit les avantages blanc, non plus. C'est écrit noir sur blanc et ça a été validé en Conseil des ministres. Et il y a ceux qui s'amusent à dire oui, le président n'est pas au courant. Mais qui préside le Conseil des ministres? C'est le président de la République. Ah ben voilà. Alors, Monsieur le ministre, justement, dans le cadre du processus de ces réformes lancées il y a plusieurs temps, il était annoncé également l'arrivée des investisseurs pour venir soutenir l'action de ECARIC dans le cadre de la production et le transport de l'électricité. Où est-ce qu'on en est, Monsieur le ministre? Bon, je vous donne un tableau là qui fait l'état des lieux de nos 4 barrages d'abord. OK? Le Djoué, 15 MW, mis en service en 1953. Il a arrêté depuis 2007. Depuis 2007, ECARIC a dépensé des milliards là-bas, ils n'ont pas pu le réparer. Ils n'ont pas pu le réparer. Donc il y a une compétence là. Bon, il faut quelqu'un. Nous avons appelé les Suisses qui ont accepté de prendre ce cadavre, ils vont le réveiller. ECARIC, là, les syndicats ne disent rien. Moukoukoulou, 114 MW, construit en 1979. Bon, depuis là, il n'y a aucune révision générale. C'est comme vous avez une voiture, bon, vous faites 20 ans pas de vidange. Vous pensez qu'à la 4e année, elle va tenir? Non. Non. Ben, c'est les machines qui tournent. Donc, négligence. Il n'y a pas d'entretien à rien, on s'en fout, on prend l'argent. On fait autre chose sauf maintenir l'outil. Imboulou, 120 MW, 2010. Aucune révision générale depuis son inauguration. Et là, nous apprenons les situations qu'il y a là-bas. Et on intervient rapidement pour stabiliser. Vous avez vu à l'œuvre récemment avec ce qui s'est passé suite aux pluies diluviennes qui ont créé un désastre dans cette parce que là aussi, il faut dire, nous avons regardé, nous sommes quand même aussi des travaux publics. On a vu ce qui s'est passé, c'est un problème mineur, mais qui montre qu'il y a eu des malfaçons à la construction. C'est une dalle qui est devant le bâtiment administratif. Cette dalle, elle supporte les camions qui viennent, les engins lourds, et ainsi de suite. Et quand la dalle s'affaisse, on voit qu'en dessous, il n'y a que du sable. Donc on n'a même pas plus le soin de mettre du béton armé avant de poser la dalle. Wow. Bon. Ça, ECARIC pouvait le voir venir. Les syndicalistes pouvaient le voir venir. Wow. Madame, en matière de maintenance d'un outil industriel, il y a beaucoup d'anticipation. Nous vivons aujourd'hui la CEC, Centrale à gaz de Pointe-Noire, qui nous a dit les prochains jours, je vais arrêter la turbine numéro tant pour la réviser. Ça, c'est de la gestion. Ce n'est pas être surpris par des pannes. Exactement. Or, ECARIC, c'est les pannes arrivent maintenant, bon, ils vont avec vous, les médias, bon voilà, on a réparé, on est des héros. Non, vous n'êtes pas des héros. Vous avez failli à votre travail. Sinon, il n'y aurait pas de feux sur les transformateurs, les feux à Oyo, les feux à Bono. Mais attendez, mais il y a quel problème là? Il n'y a pas de maintenance préventive. Or, un outil technique, surtout qui tourne, et c'est comme la prunelle des œufs, il faut veiller tous les jours et anticiper. Il faut des pièces détachées, il faut des équipes qui aient leurs primes, qui soient là, motivées, ainsi de suite. Bon, maintenant, l'IWESO. Cette centrale a une capacité de 19 MW. Il y a 3 turbines, il n'y a qu'une qui tournait. La deuxième vient de tourner ce matin. Ah, ben oui, les syndicats ont qu'à aller maintenant voir ça et puis dire que bon, ils s'en contre. Bon, maintenant le problème de ceux qui prennent l'IWESO ou tous les autres. J'ai un tableau ici. Le processus de mise en concession a été lancé le 10 octobre 2018 sous le Premier ministre Mwamba. Les conventions ont été signées le 4 juin 2022. Moi, je n'étais pas là. On me dit, bon, allez régler tout ça. J'arrive, je trouve. Bon, c'est un dossier déjà lancé par le gouvernement. Si vous annulez une attribution ici, il vous amène dans les tribunaux internationaux. Et là, c'est des milliards qu'il faut payer, comme l'affaire Odjet. Menons ça tranquillement. Nous avons mis dans les avenants, parce que nous avons corrigé ces conventions par des avenants. Pour, obliger chacun à accepter que ECARIC soit à 15% dans le capital. ECARIC est dans le capital de chaque société. Donc, elle assiste à la gestion, à l'administration, à la gestion technique. Deuxièmement, que tous les avantages acquis par les travailleurs. Ça, c'est les partenaires qui sont venus avec leur argent pour nous gérer nos barrages. Ils sont au nombre de combien et dans quel secteur? 4. Il y a 4 barrages. Il y a le Djoué, c'est des Suisses. Moukoukoulou, c'est des Chinois. Imboulou, c'est des Suisses. L'IWESO, c'est des Chinois avec un compatriote.
Et le Chinois qui avait le compatriote est celui qui avait construit l'IOS. C'est le groupe Gezouba. Donc on met tout ça en route pour arranger doucement, en silence, les problèmes pendant que nous avons le courant. Mais si nous nous amusons à détruire ces conventions, signées par le gouvernement, avant que je n'arrive moi, c'est des procès à l'international. Et ça sera comme l'affaire Odjedj. Exact. Voilà. On voit que le chantier est très grand, qui nécessite en tout cas beaucoup d'implications et l'État a bien fait de mener des démarches auprès de ses partenaires pour soutenir ce projet jusqu'à leur réalisation. On espère que d'ici peu, les Congolais auront du sourire à voir que finalement l'électricité ne posera plus problème dans les familles. Mais absolument. Vous avez posé la question de savoir pourquoi on a saucissonné et caressé. Et caressé, dans la loi qui crée et caressé, l'objet social, c'est la gestion du patrimoine public. Pas vendre le courant. Mais on a dit momentanément, en attendant que d'autres soient créés, c'est-à-dire sociétés de transport, celles de commercialisation et distribution soient créées, et caressé accomplit cette mission. Bon. Maintenant qu'on crée des autres structures de transport et de commercialisation, et caressé, il y a non, moi, et puis toute l'agitation qu'il y a là. Pour rien. La loi est claire, on peut lire la loi. Et les syndicalistes connaissent la loi, et la direction de la connaît la loi. C'est momentanément. Et aujourd'hui, cela incombe à quelle société? Quelle société a souscrit au marché et l'a remporté? Ben, il y a eu un appel d'offres international, assisté par la Banque mondiale, pour qu'il n'y ait pas nos bricolages entre nous, on donne à des parents. Non, non. Il y a eu en préqualification à peu près 8 sociétés. Celle d'Israël, celle du Liban, celle d'Albanie, celle du Sénégal, bref. Et à l'appel d'offres maintenant détaillé, il y a eu 3 offres qui sont arrivées. Et la meilleure était celle du Sénégal. Voilà. Une société d'un pays africain. Qui était dans des problèmes pires que caressés. Et qui, ayant fait des réformes avec l'appui des partenaires, aujourd'hui est la référence. 0 perte commerciale, 100% de facturation, 100% de recouvrement, et les mairies payent, la présidence paye, tout le monde paye. Il faut arriver à ça. Il faut arriver à ça. Là, nous parlons de la Sénélec. La Sénélec, oui, la Sénélec. Très bien. Ben, c'est très espérant tout ça. Et elle vient avec la caution de son gouvernement et donc des moyens financiers en termes de milliards pour régler les problèmes rapidement. Nous parlons pour les Congolais. Tout le souhait serait que ces problèmes d'électricité puissent être de lointains souvenirs parce que les Congolais sont impatients de voir toutes ces réformes aboutir et que la desserte en électricité soit réelle, récurrente et régulière au niveau national, Monsieur le ministre. On espère qu'on y arrivera. Oui, mais non seulement l'électricité, parce que qui dit électricité dit il y a de l'eau. Là, je vois souvent dans vos reportages des détresses parce qu'il manque de l'eau. Mais il manque de l'eau pas parce qu'on ne produit pas de l'eau, mais parce que les usines ne sont pas alimentées en électricité. Ok, donc ouais, tout le problème part de l'électricité. Mais bien sûr, il faut qu'on règle ce problème de manière définitive et ça le sera. Ça le sera. Parce que le président de la République y tient. Et je crois qu'il m'a envoyé ici parce que j'ai eu à redresser cette SNE en 95-96. Pour la petite histoire, j'étais dans mon bois, moi c'est du bois. Et puis on m'a appelé. Parce qu'on voyait la compétence. Non, certainement. On n'est pas plus compétent que d'autres. Simplement, on dit, bon, le deuxième manager vient. Le Dieu était en panne depuis 1987. Je suis arrivé, début 1996, on a remis le Dieu en route. Je l'ai réparé en 6 mois. En 6 mois, pour 4 milliards avec l'aide du président Mandela qui nous avait aidés. Bien. Et du coup, on n'importait plus le courant de la RDC. En tout cas, plus la même quantité. On a payé une bonne partie de la dette de la SNEL. Le syndicat dit oui, mais quel résultat j'ai laissé à la SNE. Mais j'ai réparé le Dieu, ils l'ont mis en panne. Il n'arrive pas à réparer. Voilà. Monsieur le ministre, il y a eu une annonce sur des coupures au niveau de Brazzaville et de Pointe-Noire sur une longue période. Les Congolais sont largement indignés. Pourquoi on est arrivé à cette situation et à ce jour, comment se présente ce tableau, monsieur le ministre? Justement, c'est là le besoin des réformes. Aujourd'hui, nous dépendons à 70% du courant produit par la centrale électrique de Côte-Matève, la CEC. 70%. À eux seuls, ils produisent presque 500 MW. Imboulou est à 120, Moukoulou à 74, le Dieu c'est 14 MW, Bois Liouesso c'est 19 MW,
Bon, tout ça, il faut enlever 30% parce qu'il y a des pannes, des arrêts. Alors, cette centrale a des machines. Chaque machine a un cycle de vie. Au bout du cycle de vie, la machine s'arrête, définitivement. Mais on peut la redémarrer en la reconditionnant, en faisant des travaux neufs et lui donner encore un cycle de vie de 10-15 ans. Et c'était programmé dans leurs travaux. Parce que la centrale a 3 turbines. Il y a 2 qui alimentent Brazzaville et une qui alimente Pointe-Noire. Les 2 de Brazzaville, il y a une qui a été donc mise à sec justement pour les réparations. Et dans la gestion normale de cette centrale, c'était une opération programmée et bon, mais ils la font. Maintenant, pour éviter ça à l'avenir, c'est d'avoir un gros barrage à Brazzaville. Et c'est le travail du gouvernement, c'est les plaidoiries que mène le président, et c'est ce qu'il a encore dit dernièrement à Dar es Salaam. On a salué l'action du gouvernement qui a pensé à placer les forages d'eau pour alimenter quelques quartiers de Brazzaville, tels que le plateau de 15 ans, qui a été toujours en manque d'eau. Et c'est un projet qui est salué par les populations. C'est un processus que vous avez annoncé long, qui va se poursuivre sur d'autres secteurs et d'autres zones du pays. Alors, est-ce que le projet est toujours en cours? Vous êtes toujours en train de poursuivre l'exécution? Où est-ce qu'on en est actuellement, Monsieur le ministre? Le projet est toujours en cours, il se passe chez vous. Le deuxième forage se passe à la télé congolaise. Très bien. Hein, vous voyez les travaux? Très bien. Bon. Maintenant, la solution définitive qu'a négocié le chef de l'État avec la première ministre italienne, Mme Meloni, c'est de créer notre ouvrage de production d'eau au nord du Djoué. Ça, c'est dans le cadre du plan Mattei. Plan Mattei, vous êtes au courant, on en a parlé. Et les techniciens doivent arriver normalement courant février pour aller sur le site pour commencer à travailler sur ce projet. C'est très rapide. Et lorsque ce projet sera en route, et il le sera au bout de 3 ans, puisque c'est 3 ans qui ont été planifiés, l'eau sera injectée dans tout le réseau et va circuler dans tous les réseaux qui sont là, qui sont à sec. Pour l'instant, contentons-nous de ces plans que nous avons. Et c'est là où nous avons interpellé la LCDE, parce qu'on accuse ECAREC, c'est bien, mais LCDE, il faut aucun effort. Je lui ai dit, bon, vous avez investi quoi? Rien. Faire un forage d'eau, ECAREC peut le faire. Mais ce programme de forage d'eau, ce n'est pas ECAREC qui les finance. Eux aussi, l'État met de l'argent, produit de l'eau qu'ils n'achètent pas et qu'ils vendent. Donc, ils vendent un produit qui ne leur appartient pas. Qui appartient à l'État. Ah, en droit commercial, c'est du vol. Purement et simplement, toutes ces équipes-là sont en train de vendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Il y a quand même l'entretien et le traitement d'eau, monsieur le ministre. Il n'y a pas d'entretien. Il y a un traitement d'eau, oui, mais il n'y a quel entretien? La cuve de Ngamakoso a failli s'écrouler. Il a fallu qu'on plaide auprès du ministre des Finances 3 milliards pour la stabiliser, pour éviter les érosions. Il y a quel entretien? C'est le moment d'en parler justement, parce que quand on voit tous ces problèmes, on pense que c'est la responsabilité du président ou du gouvernement. Mais le président nomme des cadres. Mais ils sont responsables. Ils sont responsables jusqu'au pénal. C'est le cadre qui gère ça. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas pour mettre de l'ordre? Mais on réagit pour mettre de l'ordre, sinon... Mais ça dure, monsieur le ministre. Mais pourquoi on change? Mais quand vous changez quelqu'un vous parle bien. Vous l'entendez à la radio, on dit celui-là il est bon. Il amène les CV, on le met là, puis on se rend compte que bon, au pied du mur, il ne peut pas sauter. Bon, on change. C'est parce que se passe, monsieur le ministre. Mais il se passe simplement que l'enseignement qu'on nous a donné, que ce soit dans les polytechniques ou quoi, c'est du latin. Les anglo-saxons ajoutent à l'enseignement latin, ils ajoutent le leadership, le pragmatisme et le réalisme. C'est pour ça que les anglo-saxons avancent plus vite que les latins. Les latins s'enfoncent là. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un point d'eau qui va passer par la télé. Monsieur le ministre, puisqu'il s'agit de nous, j'en reviens. On a également un problème d'électricité. Nous sommes quand même la chaîne nationale et nous subissons les coupures d'électricité comme tous les citoyens, alors que nous sommes un outil quand même de souveraineté qui nécessite une ligne spéciale, comme dans d'autres pays, monsieur le ministre. Pourquoi cela ne se fait pas? Bon, là je crois que Karessi vous écoute. À mon arrivée, j'ai demandé à ce que tous les lieux de pouvoir soient alimentés par 2 départs. Tous les lieux de pouvoir, c'est-à-dire la présidence, l'Assemblée, le Sénat, les institutions de la République, la télé, la radio, les ministères, les hôpitaux. Les hôpitaux, ah, oui, tout à oui. fait.
EKRC fait ce qu'il peut faire, mais il peut au moins réaliser ça. Peut-être qu'il est essoufflé. Ce n'est pas les yeux de la tête, non. Une autre chose, c'est que vous ne mettez pas au budget telle activité, et puis en cours d'année, une autorité dit « Ah non, faites quoi dans mon village ?» Ce n'est pas au budget, hein, mais on va le faire. J'ai dit « Mais attendez, arrêtez ça. Notez la demande de l'autorité et mettez-la dans le budget prochain. Mais si vous allez comme ça, au jour le jour, mais vous n'allez pas faire votre budget, vous allez faire des actions qui n'ont pas d'effet. Donc c'est l'occasion de leur appeler à respecter leur budget. L'autorité leur demande, ils prennent note, ils mettent dans leur futur budget. Parce qu'on ne peut pas improviser en matière de dépenses. Et en plus, là où on va mettre cet investissement-là, ça ne rapporte rien parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Donc, EKRC perd doublement. Ils ont payé l'équipement, le temps, et puis en plus, le produit qu'ils vont générer ne sera même pas payé. Alors qu'on peut faire autrement. Pour qu'il y ait le courant et en milieu rural, et là où veulent les autorités, et en même temps que EKRC gagne de l'argent. Ça peut se faire. Oui. On sent qu'il y a beaucoup de travail à faire, Monsieur le ministre, et beaucoup de réalisations en cours. Très bien, nous vous en félicitons, on vous encourage en tout cas à y arriver, parce que cela va de la vie des Congolais et de leur quotidien. On le souhaite vivement que cela puisse se réaliser. Nous allons vers la fin, Monsieur le ministre. Nous retenons qu'il y a des projets à réaliser. Vous êtes en cours des réformes pour tout mettre en ordre. Vous déplorez certaines pratiques, notamment dans la gestion des structures dédiées à l'eau et à l'électricité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler votre feuille de route à court terme pour justement remédier à certains problèmes urgents? Mais la feuille de route à court terme, c'est terminer les réformes au niveau du secteur de l'électricité. En ce moment, ce n'est que dans nos murs. Ils vont prendre possession des lieux parce que nous avons décidé et ordonné à EKRC, à son conseil d'administration, c'est une décision du gouvernement, d'abord où placer chaque société. EKRC va déménager de là où elle est en tant que société de patrimoine pour s'installer là où se trouve sa direction des ressources humaines. Okay. La société de transport sera installée à Djiri, où elle va construire son immeuble pour gérer le dispatching et tout le réseau de transport. La société de commercialisation, c'est-à-dire Sénélec, va prendre tous les espaces occupés par le EKRC sur le boulevard Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est déjà terminé. Et après, c'est les mises en œuvre que nous suivrons avec vous tous les jours. Vous viendrez, j'espère, faire des reportages. Et nous avons déjà attaqué les réformes aussi à la LCDE, avec le plan Mattei, parce que LCDE, contrairement à EKRC, n'a pas un réseau interconnecté. Chaque ville a ses points d'eau. Les Italiens ont l'expérience de ça. Donc nous allons aussi confiner LCDE dans son objet social qui est Société de gestion du patrimoine public de l'eau. Ils vont cesser de vendre de l'eau. Voilà. C'est très bien. Alors pour terminer, Monsieur le ministre, un message, un mot à l'endroit des Congolais. Les Congolais attendent beaucoup de vous, Monsieur le ministre. Mais à l'endroit des Congolais qui n'écoutent pas les marchands d'illusions, qui suivent la volonté nationale incarnée par son chef, le chef de l'État, et qui a sous lui son Premier ministre, et le Premier ministre a sous lui des ministres. Les Congolais, on comprend, c'est la vie. C'est la vie qui est vraiment en danger parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est très compliqué. Ça perturbe tout, vos pouvoirs d'achat. Donc il faut enlever chaque fois une partie plus grande pour acheter l'eau. Bon, le courant, il n'y en a pas, il faut mettre des bougies, avec risque de vous brûler, les maisons prennent feu, tout ça. Même le courant qui va vous envoyer les malpropres, ça fait des incendies. Tout ça, nous menons de front, tout ce travail-là. Donc soyez rassurés, voyons ce que va faire Sénélec rapidement. Et nous sommes sûrs qu'en moins d'un an, ils vont stabiliser tous les problèmes d'électricité au Congo. Nous le savons parce que nous savons les sommes que leur État a mis à disposition pour faire honneur au Sénégal. Donc, coopération sud-sud, des milliards ont été mis à leur disposition pour régler tous ces problèmes-là. Voilà. Très bien. Merci. Et que peut-on retenir du grand sommet de Dar es Salaam auquel a pris part le président de la République, Denis Sassou Nguesso, aux côtés de ses pairs africains sur l'électrification en Afrique, Monsieur le ministre? Ce qu'on peut retenir quand nous avons atterri avec le ministre d'État Bouya, nous avons décidé dès aujourd'hui de mettre nos experts au travail pour relire tous nos projets et surtout les plus proches de Brazzaville. Nous avons à peu près 6 sites entre Brazzaville et Tomo Manyanga.
Les 6 sites font à peu près 4 000 à 4 500 MW de potentiel. Chaque site fait au moins 500 MW. Si on peut déjà développer un, ça fait 500 MW, Brazzaville est sauvé définitivement. Et même tout le Congo. Si on peut faire 2, ça fait 1000 MW, c'est encore plus, on peut exporter. Et c'est ce combat-là que nous avons commencé aujourd'hui avec nos experts et nous vous tiendrons au courant. Très bien. Voilà. On a espoir. Merci. Et on attend impatiemment. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Et bonne année. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Voilà, nous étions avec le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso. Émile Wosso qui nous a dévoilé son plan d'action pour les jours à venir. Également les réformes en cours dans le secteur de l'électricité et de l'eau. Et nous avons largement évoqué le sommet de Dar es Salaam sur l'électricité en Afrique, ce qui permettra à 300 millions de personnes en Afrique d'avoir accès à l'électricité d'ici 2030. Et vous avez suivi à travers nos reportages l'intervention du président de la République, le chef de l'État qui représentait la commission climat du bassin du Congo, a dévoilé les atouts de cette région tout en mentionnant la capacité du bassin du Congo à produire jusqu'à 200 000 MW d'électricité dans le cadre de ce grand projet étayé au sommet de Dar es Salaam. Merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour votre attention, merci à toute l'équipe, à très bientôt sur nos antennes. Merci.